Dans les nuits silencieuses, quand la ville dort, une tempête fait rage dans le cœur d'un père, féroce et implacable. J'ai cru autrefois que l'amour et la responsabilité suffisaient à maintenir une famille unie, même en cas de rupture. Mais j'avais tort. La vérité m'est tombée dessus de la manière la plus cruelle. Mes 2 enfants grelottaient dehors, dans le froid, attendant devant une porte verrouillée. Leur voix tremblait lorsqu'ils m'appelaient. « Papa, maman n'est pas là. La porte est verrouillée, il fait si froid. » Personne n'était là pour m'aider. Aucun visage familier vers qui me tournait. La mère, celle qui avait juré de les protéger et de les aimer de tout son cœur, a choisi d'abandonner ses enfants pour célébrer sa nouvelle relation. Quand je l'ai appelée, elle n'a pas présenté d'excuses, seulement une indifférence glaçante. « C'est ton problème, maintenant. » Ce chagrin est devenu l'étincelle qui a déclenché une lutte acharnée, une bataille pour récupérer la garde complète de mes enfants et leur donner le foyer sûr et aimant qu'ils méritent. Derrière cette façade silencieuse se cachaient des mois de journées strictes et sans joie sous le toit de leur mère. Repas sans saveur, pas de sucreries, pas d'amis, et des règles strictes leur interdisant de partager leur douleur avec moi. Ils étaient prisonniers de la maison même censée les protéger. Et puis j'ai découvert une trahison plus profonde, un style de vie fastueux, fait de fêtes et de vacances de luxe, dissimulé derrière des mensonges de difficultés financières. Plus qu'une négligence, c'était une trahison éhontée du devoir maternel. Cette histoire n'est pas seulement une bataille pour la garde de mes enfants. C'est un voyage intense, fait de larmes, de trahison et d'espoir, l'espoir d'un avenir où le rire de mes enfants pourra résonner librement, où ils pourront se sentir véritablement aimés. Rejoignez-moi pour partager cette histoire intense et touchante pendant les 30 prochaines minutes. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous d'où vous regardez. Chaque voix compte dans ce genre d'histoire. Le soir où je me suis retrouvé seul dans notre maison vide, le poids des promesses non tenues m'a écrasé comme une tempête que je ne pouvais pas distancer. J'ai 38 ans, je suis père de 2 beaux enfants, 10 et 7 ans, pris au milieu d'un mariage qui s'est effondré, morceau par morceau. Mon ex-femme, d'1 an mon aîné, et moi partagions la garde de nos enfants, partageant leur temps entre nous. Mais cet équilibre était fragile, assombri par le fait que mes revenus dépassaient largement les siens, et avec lui s'ajoutait le fardeau de la pension alimentaire que je devais lui verser, alors même que nos liens se dégradaient irrémédiablement. Notre séparation n'a pas été nette et sereine. Des années de disputes latentes, d'amour déclinant et de rêves brisés ont finalement explosé en une ultime et amère confrontation. Je me souviens de ses cris, d'une voix si venimeuse qu'elle m'a transpercé le cœur. « J'aurais préféré ne jamais t'épouser. » Ces mots ont résonné dans ma mémoire longtemps après mon départ et ma demande de divorce. Elle ne s'est jamais battue pour me garder, elle n'a ni appelé ni envoyé de SMS pour tenter de sauver ce qui restait. 6 mois après le divorce, j'ai appris par un ami commun qu'elle était passée à autre chose, pas seulement passée à autre chose, mais qu'elle était déjà en couple avec quelqu'un d'autre. J'avais envie de ressentir de la colère, de la jalousie, de la trahison, et c'est ce que j'ai ressenti, par vagues violentes. Pourtant, pour le bien de nos enfants, j'ai tout retenu. Je croyais, ou choisissais de croire, qu'elle était toujours une bonne mère. Nous gardions contact uniquement pour les enfants. Pas de passé, pas de douleur, juste des questions de logistique. Mais sous la surface, les fissures s'élargissaient. C'est lors d'un voyage d'affaires que tout a basculé. Je lui avais demandé de garder les enfants quelques jours de plus, une petite faveur, une faveur. Elle a accepté. Puis est arrivé ce coup de fil que je n'oublierai jamais, la voix tremblante de peur de mon fils, me demandant où j'étais, car leur mère les avait laissés seuls devant ma porte verrouillée, dans un froid glacial. Personne pour les accueillir. Personne pour les protéger. Les rues étaient désertes ce soir-là. Les voisins étaient absents. Impuissant, je l'ai supplié de revenir, mais elle a froidement refusé, me disant que les enfants étaient mon problème maintenant, parce que techniquement, c'était mon tour. Elle partait fêter ses mois avec son petit ami. La réalité, terrifiante, m'a frappé de plein fouet. La femme que j'aimais et en qui jadis j'avais confiance avait préféré un rendez-vous à la sécurité de ses propres enfants. La police est arrivée juste à temps pour les secourir et a conduit mes enfants chez mes parents, à des kilomètres de là. Quelques heures plus tard, elle a été arrêtée pour négligence. Ce cauchemar m'a réveillé en sursaut. L'image que je m'étais faite d'elle comme une bonne mère s'est effondrée. J'ai juré sur le champ de me battre pour obtenir la garde exclusive de mes enfants, afin de les protéger. Mais en creusant plus profondément,
J'ai découvert que sa vie en privé était encore plus dévastatrice. Une vie faite de règles strictes, de faim, de silence et d'isolement pour nos enfants. L'hésitation de mon fils aîné à parler, la peur des représailles s'il révélait la vérité, son innocence brisée, tout cela a peint un tableau plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé. Et à mesure que les couches se détachaient, l'histoire de notre famille brisée s'est transformée en une épreuve qu'aucun enfant ne devrait vivre. Mais ce n'était que le début. Cette nuit-là me hante encore, la nuit où j'ai reçu l'appel qui a bouleversé tout ce que je croyais de la femme que j'avais épousée. J'étais en voyage d'affaires, confiant à mon ex-femme la garde de nos 2 enfants quelques jours de plus. C'était une faveur, une petite faveur, et elle a accepté sans hésiter. Mais ensuite, le cauchemar s'est déroulé de la manière la plus froide et la plus cruelle qui soit. Mon téléphone a sonné tard dans la soirée. C'était mon fils, la voix tremblante de peur et de confusion. Il m'a demandé d'une voix fragile, « Papa, où es-tu? Maman nous a déposés chez toi, mais tu n'es pas là. La porte est fermée à clé. Ça fait plus de 15 minutes qu'on frappe. On a tellement froid. Que faire ?» Ce moment, l'impuissance dans sa voix, l'image de mes enfants grelottant seuls dehors dans l'air glacial, m'ont transpercé comme un couteau tranchant. Je leur ai immédiatement dit de se réfugier chez les voisins. Mais la rue était étrangement silencieuse et déserte. La plupart des maisons étaient encore inoccupées, les voisins en qui j'avais confiance étaient également absents. La panique s'est emparée de moi. Comment une telle chose pouvait-elle arriver à mes propres enfants? J'ai appelé mon ex-femme avec frénésie, c'était censé être sa responsabilité. Mais elle m'a répondu d'une voix glaciale, plus douloureuse que n'importe quelle engelure. C'est ton problème maintenant. C'est à ton tour de les avoir. Sa voix était froide, détachée. Pas une once d'excuse. Pas même une question sur la sécurité des enfants. Elle partait fêter ses mois avec son petit ami, une nuit de joie qu'elle appréciait plus que le bien-être de ses propres enfants. N'ayant pas d'autre choix, j'ai appelé les services de protection de l'enfance. L'idée que des inconnus viennent à la rescousse de mes enfants était insupportable, et pourtant c'était le seul moyen de les protéger. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés et ont trouvé mes enfants blottis sur le perron, emmitouflés dans la couverture de mon plus jeune fils, essayant désespérément de se réchauffer. Ce spectacle m'a brisé jusqu'au plus profond de mon être. Ils ont emmené mes enfants chez mes parents, à des kilomètres de là, un havre de paix, mais loin de la chaleur et de l'amour qu'ils méritaient. Pendant ce temps, mon ex-femme a été arrêtée sur le champ pour négligence envers ses enfants, son acte d'insouciance constituant un délit qui allait tout changer. Cette nuit-là a marqué un tournant, non seulement dans nos vies, mais aussi dans mon âme. La mère que je croyais profondément attachée à ses enfants avait révélé son vrai visage, choisissant l'abandon plutôt que la responsabilité. J'étais aux prises avec la colère, la trahison et un besoin impérieux de protéger mes enfants de tout nouveau danger. Mais au milieu de cette rage se cachait une profonde et douloureuse tristesse. Comment en était-on arrivé là? Combien de temps mes enfants avaient-ils souffert en silence? Comment allais-je réparer cette famille brisée? Alors que l'adrénaline s'estompait, la réalité m'a rattrapé. La bataille juridique à venir, les cicatrices émotionnelles gravées dans le cœur de mes enfants et mon rôle de protecteur dans un monde qui me semblait soudainement très dangereux. Mais ce n'était que le début. Le plus dur dans toute cette épreuve n'a pas été seulement la nuit où ils ont été laissés dehors dans le froid, mais tout ce qui a suivi, la souffrance silencieuse que mes enfants ont endurée jour après jour sous la garde de leur mère. Quand j'ai enfin pris le temps de les écouter attentivement, la vérité m'a frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. Mes enfants, ma chair et mon sang, vivaient une enfance dénuée de joie, de chaleur et de liberté, une enfance que je n'aurais jamais imaginé qu'ils pourraient endurer. L'hésitation de mon fils était révélatrice. Il me regarda avec prudence, comme s'il m'avouait un secret interdit. « Papa, maman ne veut pas qu'on te raconte ce qui se passe quand on est avec elle. » Ces mots, si longtemps tu, ouvrirent la porte à un monde de solitude et de peur que je n'avais jamais vu auparavant. Ils m'ont parlé du régime strict imposé par leur mère. Pas de bonbons, pas de malbouffe, et chaque repas était la même, nourriture insipide, flocons d'avoine sans goût, porridge et peu de variété. C'est censé nous garder en bonne santé, a dit ma fille doucement, mais j'ai vu dans leurs yeux la faim, non seulement de leur estomac, mais aussi de leur esprit. La nourriture n'était pas seulement ennuyeuse. C'était un symbole de négligence, un rappel quotidien que leur confort, leur bonheur et les plaisirs de leur enfance étaient sacrifiés sous couvert de soins stricts.
Pire encore, il n'avait pas le droit de recevoir d'amis, ni de fêtes d'anniversaire, ni de soirées pyjama. L'école était un bref moment de liberté, puis retour à une maison froide où même les plus petits désirs, comme des jouets ou des livres, étaient refusés. J'ai appris qu'ils étaient contraints de rester silencieux dans les magasins, incapables d'acheter même quelque chose d'aussi simple que des nuggets de poulet, car leur mère considérait que dépenser de l'argent pour des extras était inutile. Seule sa colère rompait ce silence s'il s'exprimait, non par discipline, mais par peur. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le contrôle glaçant qu'ils exerçaient sur leur voix. Il leur était interdit de me parler de ces restrictions ou des difficultés qu'ils rencontraient. Elle disait que ça la mettrait en colère, et que si nous parlions, cela pourrait empirer les choses, a avoué mon fils. J'avais le cœur brisé par le poids qu'ils portaient, des enfants qui devaient cacher leur douleur et protéger l'image fragile de leur mère au détriment de leur propre bien-être. Je me souviens des nuits qui ont suivi nos conversations, allongé, éveillé, à songer à l'ampleur des dégâts déjà causés et à tout ce qu'il me restait à faire pour les protéger. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture ou de privilèges, mais de restaurer la sécurité, l'amour et la confiance. J'étais déterminé à créer un foyer où leur rire remplirait à nouveau les pièces, où ils ne se sentiraient pas enfermés dans des règles censées les contrôler plutôt que les nourrir. Derrière leurs confessions innocentes se cachait la dure réalité. Des enfants pris au piège dans un foyer gouverné par la peur, le silence et la privation. Et la plus triste vérité était que cela se passait en silence, depuis des mois, à ma dérobée, à l'abri des regards. Mais même dans ces moments les plus sombres, j'ai trouvé une lueur d'espoir, dans leur résilience, leur confiance lorsqu'ils se sont finalement ouverts et dans la promesse que j'ai faite de me battre pour eux. Pourtant, cette découverte personnelle n'était qu'un aperçu du tableau plus vaste. L'histoire ne s'arrêtait pas à la négligence et au silence. Ce qui suivit allait révéler des vérités surprenantes sur la tromperie, la trahison et la façade de difficultés que leur mère avait toujours affichées. En tant que père, on a toujours envie de croire qu'il y a une raison derrière chaque épreuve que traversent ses enfants. Une période difficile, des difficultés financières, voire des erreurs commises par désespoir. Mais ce que j'ai découvert dans la vie de leur mère était une trahison si profonde qu'elle m'a profondément bouleversé et m'a forcé à affronter des vérités douloureuses que je n'avais jamais imaginées. Des mois après l'incident, alors que la bataille pour la garde des enfants se profilait à l'horizon, je savais qu'il me fallait découvrir la véritable situation derrière les apparences. Les histoires que mes enfants partageaient dressaient un tableau sombre, mais sa version des faits était truffée d'excuses, difficultés financières, chômage et stress. Je voulais la croire, au moins un peu. Mais les doutes persistants m'ont poussé à creuser plus profondément. J'ai commencé à observer discrètement, dans l'ombre, ses comptes sur les réseaux sociaux grâce au profil d'une amie. Ce que je voyais n'était pas une mère célibataire en difficulté financière. J'étais plutôt confronté à un défilé de fêtes extravagantes, de vacances exotiques, de dîners coûteux et de soirées interminables avec son petit ami, ce qui contrastait fortement avec l'image qu'elle projetait au tribunal et à moi. Elle était là, sirotant du champagne dans des clubs chics, se prélassant dans des stations balnéaires à des milliers de kilomètres, affichant sourire et luxe. Photos de tenues élégantes, de voitures neuves, d'escapades romantiques. Un style de vie empreint de privilèges, en totale contradiction avec ses affirmations de désespoir financier. J'ai senti mon estomac se nouer, mêlé de colère et d'incrédulité. Comment pouvait-elle se permettre cela tout en me disant qu'elle ne pouvait pas s'occuper correctement de nos enfants? Comment pouvait-elle utiliser l'argent destiné à leur bien-être pour alimenter cette indulgence inconsidérée? J'ai contacté quelques vieux amis et connaissances communes, des personnes dont je m'étais éloigné au fil des ans pour en savoir plus. Ils ont confirmé à contre-cœur ce que j'avais vu. Ils ne voulaient pas intervenir, mais il était clair qu'elle avait tous les moyens de s'occuper correctement des enfants, et pourtant elle avait choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, elle a consacré son énergie et l'argent que je lui envoyais à ses propres plaisirs et au train de vie de son petit ami, payant même ses frais de scolarité malgré ses prétentions à la pauvreté. Entendre cela de la bouche d'autres personnes m'a autant blessé que le constater moi-même. Cela dressait le portrait d'une femme plaçant ses désirs égoïstes au-dessus de la maternité, utilisant la tromperie comme bouclier pendant que nos enfants souffraient en silence. Ce n'était plus seulement de la négligence, c'était une trahison consciente. Dans un moment de tristesse, je me suis souvenu des innombrables appels, courriels et messages que je lui avais envoyés,
la suppliant d'offrir un environnement sûr et stimulant à nos enfants. À chaque fois, je n'avais droit qu'à des excuses, des mensonges ou le silence. Maintenant, tout prenait un sens amer et douloureux. Cette révélation a renforcé ma détermination. Je ne me battais plus seulement pour protéger mes enfants, ils avaient besoin que je me batte pour la justice, pour la tenir responsable de chaque choix qui mettait en danger l'avenir de mes enfants. Pourtant, au milieu de cette tempête de colère et de trahison, j'ai également lutté contre le chagrin de la mère qu'ils ont perdue, la famille dont nous rêvions autrefois et l'innocence volée à mes enfants par la tromperie et l'égoïsme. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le prochain chapitre de cette histoire allait s'ouvrir, un chapitre rempli de batailles juridiques, de confrontations déchirantes et de luttes pour restaurer un semblant de normalité dans la vie de mes enfants. La salle d'audience est devenue le prochain champ de bataille de cette douloureuse saga. Un lieu où chaque mot, chaque élément de preuve, chaque confession émotionnelle déciderait non seulement des droits légaux, mais aussi du sort de la vie de mes enfants. Alors que la poussière de la trahison et de la négligence retombait, je me suis retrouvé dépassé par la complexité du droit de la famille. Je n'étais pas étrangère à la responsabilité, mais affronter la froideur du système judiciaire était intimidant. Mon avocat est devenu mon guide dans cette tempête, une voix ferme me rappelant que ce combat était pour leur sécurité et leur avenir. Les accusations de négligence portées contre mon ex-femme étaient graves. Les preuves étaient de mon côté. Le rapport des services de protection de l'enfance, les témoignages, les appels téléphoniques glaçants et même les preuves sur les réseaux sociaux de son style de vie extravagant alors qu'elle se disait pauvre. Pourtant, les tribunaux peuvent être imprévisibles et je devais me préparer à chaque épreuve. Chaque audience était un véritable tourbillon d'émotions. J'étais assise en face d'elle, une femme qui partageait autrefois mes rêves, mais qui me semblait désormais une étrangère, animée par la défiance et le désespoir. Elle peinait à nier ce qui était évident, fondant parfois en larmes, comme si elles avaient été répétées, et parfois explosant de colère, me reprochant d'avoir ruiné sa vie, d'être allé trop loin. Mais sous ces mots, je sentais le poids de la culpabilité, de la peur et de la perte. Les voix des enfants résonnaient dans mon esprit, leur faim, leur silence, leur peur de s'exprimer. J'ai recueilli tous les témoignages possibles, y compris ceux de mes parents et amis témoins de sa négligence et du contraste saisissant entre nos deux foyers. Le juge a pesé chaque mot avec soin, sachant que les enjeux dépassaient les simples formalités juridiques. Les difficultés financières pesaient sur les deux parties. Mon ex-femme a avoué qu'elle n'avait pas les moyens de payer les avocats pour toutes les accusations et les dates d'audience, ce qui a précipité sa décision de renoncer à la garde des enfants, une concession déchirante qui montre l'impact de ce combat sur elle autant que sur moi. Je n'ai ressenti aucune joie dans sa défaite, seulement du soulagement que mes enfants puissent enfin trouver la stabilité. Au cours d'intenses contre-interrogatoires, ses défenses se sont effondrées. Les preuves de sa négligence, de son contrôle et de sa tromperie étaient indéniables. Le tribunal a vu la vérité que j'avais tant lutté pour révéler. La priorité devait être le bien-être et la sécurité des enfants, avant tout. Le verdict tomba, la garde exclusive m'était accordée. Le poids s'était allégé, mais la bataille m'avait profondément marqué. J'étais désormais l'unique gardien de deux âmes fragiles qui avaient enduré plus de souffrances que n'importe quel enfant ne devrait le faire. La responsabilité redoubla instantanément, protéger, guérir et reconstruire ce qui avait été brisé. Mais ce chapitre juridique n'était pas une fin. C'était le début de la guérison et du combat pour créer un véritable foyer pour mes enfants. C'était un engagement marqué par le souvenir de la négligence, des larmes, mais aussi d'un amour profond. Les portes du tribunal se sont refermées derrière moi, mais le véritable chemin, celui de la guérison et de la reconstruction, ne faisait que commencer. Obtenir la garde exclusive n'était pas une victoire festive, mais un engagement solennel à réparer les fractures que des années de négligence avaient infligées au cœur de mes enfants. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur mes épaules, mais sous-jacente, une détermination inébranlable se développait. Créer un foyer débordant d'amour, de sécurité et d'acceptation, tout ce qui leur avait été refusé. Ces premières semaines furent fragiles et douloureuses. Mes enfants, autrefois silencieux et craintifs, commencèrent à se dévoiler lentement devant moi. Des sourires hésitants remplaçaient les regards furtifs, des rires s'insinuaient prudemment dans notre foyer. Pourtant, sous la surface, les cicatrices étaient réelles et profondes. Des questions nocturnes nous hantaient.
Pourquoi maman ne nous a-t-elle pas protégés? Ai-je fait quelque chose de mal? Les moments les plus sombres furent ceux où je voyais leur innocence vaciller, remplacée par l'ombre du doute et de la confusion. J'ai compris que le traumatisme ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. La guérison était un marathon, pas un sprint. Mes parents ont été d'une grande aide, réconfortant souvent les enfants lorsque j'étais débordé par le travail ou les procédures judiciaires. Des amis dont je m'étais éloigné sont revenus avec prudence, m'offrant leur soutien et me rappelant que personne ne mène ce combat seul. Chacun a joué un rôle crucial. Un thérapeute qui a guidé mes enfants avec douceur dans leurs émotions complexes, un voisin qui les a invités avec désinvolture à manger une glace pour raviver leur joie d'enfance, et même mon avocat qui est resté plus qu'un simple conseiller juridique, mais un allié indéfectible dans cette guerre émotionnelle. Pourtant, au milieu de cette fragile restauration, une tension vive subsistait. L'ombre de l'absence de leur mère, physique ou émotionnelle, planait silencieusement. Les questions de mes enfants à son sujet, leurs sentiments de trahison et de nostalgie, les submergeaient parfois, ainsi que moi. Comprendrait-il un jour pourquoi elle avait choisi différemment? Leur cœur se remettrait-il un jour des blessures causées par la négligence et les promesses non tenues? Pour moi, la douleur se mêlait à un sentiment doux amer de soulagement. La liberté était là, libérée de l'inquiétude, du regard impuissant, des supplications sans réponse. Mais il y avait aussi le spectre de ce qui aurait pu être, le deuil de la famille brisée et de la mère que mes enfants méritaient mais n'ont jamais eu. Au fil des jours, j'ai vu mes enfants retrouver leur enfance, petit à petit. Leur énergie revenait, leur voix s'affirmait avec assurance, leurs yeux pétillaient d'espoir. Je leur ai promis un avenir non pas rempli d'incertitude ni de peur, mais de chaleur, d'amour et d'infinies possibilités. Cette histoire ne s'arrête pas là. C'est un cheminement continu de courage, de résilience et d'amour inconditionnel. Si le tribunal a tranché en ma faveur, la véritable victoire réside dans les moments de calme. Les histoires partagées avant le coucher, les larmes essuyées et les petites mains serrées dans la douleur comme dans la joie. Merci de m'accompagner sur ce chemin difficile mais porteur d'espoir. Si vous avez déjà été confronté à la trahison, à la perte ou si vous avez lutté pour protéger vos proches, n'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire compte, et ensemble, nous trouvons la force.